Après la prise de météo intérieure, le groupe se dirige en marchant jusqu'à l'orée d'un bois, où l'on retire ses chaussures, sauf un participant qui préfère garder les siennes. Après une courte méditation, commence une marche consciente en file indienne, marche serpent dans les sous-bois, en silence. Chacun porte son attention sur tout ce qui l'entoure, puis le son d'une flûte traversière nous guide vers une clairière où un feu a été allumé. Encerclant celui-ci, le groupe se tourne alors successivement vers les 4 points cardinaux pour rendre grâce à leur esprit respectif. Puis chacun s'éloigne dans la direction vers laquelle le guide son ressenti, jusqu'à la rencontre d'un arbre, d'une mousse, d'une limace, avec qui s'engage une conversation sauvage. On peut regarder cet interlocuteur sauvage, le toucher, lui parler, lui poser des questions, proposer des réponses, mais aussi méditer à ses côtés, l'observer intensément, être présent à sa propre présence. L'expérience donne libre cours à l'imagination et aux perceptions de chacun, puis après 1 heure environ, le son du tambour rappelle les participants vers le feu de camp, où le repas de midi, une soupe chaude sous la pluie, est servi. Dans son livre « Fin du monde et effondrement de soi », l'anthropologue Jean Chamel raconte son observation participante au travail qui relie, un séjour de 4 jours dans les Ardennes belges. Il y note les rites et les partages d'expériences et s'entretient avec plusieurs personnes. Au sein de cette communauté, une conviction : la fin du monde approche. Vous écoutez l'Uniscope, le podcast du campus de l'Université de Lausanne. Aujourd'hui, on s'intéresse à la collapsologie, ou la science de l'effondrement. Mais est-ce vraiment une science ? Ou serait-ce plutôt une religion ? Ou encore un mouvement politique ? Alors, je suis Jean Chamel, je suis chargé d'enseignement et chargé de recherche à l'Institut de géographie et durabilité à l'Université de Lausanne. Et j'ai fait une thèse à l'Université de Lausanne également, mais à la faculté de théologie et de sciences des religions, où je me suis intéressé à des réseaux écologistes qui sont avérés être les précurseurs de ce qu'on a appelé la collapsologie. Pendant 3 ans, il a mené l'enquête dans le cadre de son doctorat. Il s'est immergé dans plusieurs ateliers habitués au passage de personnes qui s'intéressent à la collapsologie et s'est entretenu avec une 60aine de personnes. Certains de ces témoignages sont lus par un acteur. Tu vois, j'ai l'impression de voir naître, j'espère, dans mes moments d'optimisme, j'espère voir naître un nouveau siècle des Lumières, un reality check. Mais je pense qu'il va nous être imposé de force. Ce que fait Rodier, s'il a raison, on est sauvé. On est condamné à être sauvé. S'il émerge spontanément de l'ordre et de l'intelligence, alors c'est pas la peine de s'exciter, il faut être zen, ça va prendre le bon chemin. Et puis ça va prendre des chemins très très mauvais, qui vont nous montrer ce qu'est le bon chemin. On est damné et on va traverser une phase de cauchemar. Alors, la collapsologie, c'est quoi ? Alors, la collapsologie, c'est un courant de pensée, si on peut dire, qui émerge dans le courant des années 2010. C'est un mot forgé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens, qui s'appuie sur tout un ensemble de réflexions par lesquelles ils sont passés pour proposer, avec ce nouveau terme, cette conception d'idée que notre civilisation moderne, industrielle, pourrait s'effondrer dans les décennies à venir. Le mot collapsologie a été forgé par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre « Comment tout peut s'effondrer, un petit manuel de collapsologie à l'intention des générations présentes », sorti en 2015. Dans celui-ci, ils donnent la définition suivante. Alors, la collapsologie est l'exercice transdisciplinaire d'étude de l'effondrement de notre civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder en s'appuyant sur les 2 modes cognitifs que sont la raison et l'intuition sur les travaux scientifiques reconnus. Au centre de ce courant de pensée, 2 idées. Premièrement, que tout est lié. Quand tu regardes une feuille de papier, tu vois l'intérieur de l'arbre, mais aussi le nuage, l'eau, tu vois le bûcheron, tu vois le pain qui la nourrit. En fait, dans une feuille de papier, tu vois l'univers. Ces penseurs de l'écologie catastrophiste qui conduit à l'émergence de la collapsologie sont notamment extrêmement marqués par une étude qui a été menée par une équipe du MIT sous la direction de Denise Meadows et Donella Meadows,
dans les années 70, qui donne lieu donc cette étude à un livre qui est Limits to Growth, les limites de la croissance, halte à la croissance pour la traduction française, qui est un rapport au Club de Rome, qui modélise le fonctionnement de l'humanité avec quelques grandes variables telles que la démographie, la production de nourriture, la pollution, etc. Et qui montre que si on ne contrôle pas toutes ces variables, eh bien, l'humanité est amenée à voir sa population augmenter, la production industrielle augmenter jusqu'à un certain point. Et ensuite, eh bien, il y a un effondrement qui se produit, toutes les courbes redescendent, quel que soit le scénario envisagé, sauf si on contrôle toutes les variables. Et c'est bien ça la deuxième idée au centre de la collapsologie, l'effondrement du monde. Je pense que la deuxième partie du XXIe siècle, je pense, et je souhaite que ce sera une boucherie. Alors, je souhaite pas vraiment. Mais bon, je pense que ce sera une putain de boucherie. Alors, l'effondrement, c'est un terme très vague. Donc, il y a tout un imaginaire de l'effondrement. Et quand on demande aux personnes qui gravitent dans ce milieu que j'ai étudié pendant ma thèse, ça peut être très variable. Pour certaines personnes, c'est des images plus apocalyptiques, de science-fiction qui leur viennent à l'esprit. Ils citent par exemple un film, The Road, La Route, qui est inspiré d'un livre. Donc c'est un peu l'idée d'une espèce de régression, une forme de barbarie avec des clans, de la lutte pour la survie de chacun, une population, une démographie humaine qui s'effondre, donc beaucoup moins d'humains qui vivent sur la Terre. Mad Max aussi est une référence très classique. Donc ça peut être ça, l'idée de l'effondrement, mais ça c'est une partie seulement de ces collapsologues, de ces précurseurs de la collapsologie. D'autres pensent l'effondrement dans un temps plus long et ils se définissent non pas comme catastrophiques, qui seraient plutôt les les imaginaires que je viens de citer, mais ils se définissent comme cataboliques et ils disent en fait l'effondrement il est déjà là et c'est quelque chose qui se produit sur des décennies, sur des siècles et c'est pas forcément perceptible à tout un chacun du jour au lendemain. Quand Jean Chamel commence sa thèse, le mot collapsologie n'existe pas encore, mais il est témoin de son émergence au sein des réseaux écologistes qu'il étudie. Pour mieux saisir la dynamique au sein de ces groupes, il mène des entretiens, mais s'immerge aussi directement dans leurs ateliers. J'ai pas fait que des entretiens aussi, donc il y a eu aussi des séjours que j'ai faits dans des éco-villages. Je pense notamment à l'éco-village de Findhorn, au nord de l'Écosse, où avaient vécu plusieurs personnes que j'avais rencontrées. J'ai aussi séjourné au hameau des Buis, qui est un autre... il ne se définit pas en tant que tel comme éco-village, mais qui a été créé en Ardèche, près de la maison de Pierre Rabhi, par la fille de Pierre Rabhi. Donc j'ai passé aussi du temps là-bas. Et puis j'ai eu la chance de participer sur quelques jours à un atelier qui s'appelle l'atelier du travail qui relie, qui, on en reparlera, intéresse beaucoup les gens qui s'intéressent à la collapsologie. Et donc sur ce terrain, donc, il y avait une approche d'observation participante qui consiste à être là et à faire ce que les autres font. Donc, quand on est dans un éco-village, eh bien, on participe aux activités. Je pense que quand j'étais au hameau des Buis, j'essayais un peu tous les jours de passer du temps avec différentes personnes, avec une bergère, avec les cuisiniers, dans la cuisine collective. Et quand j'ai participé à cet atelier de travail qui relie, ou quand j'étais à Findhorn, il y avait un programme plus aménagé. Et donc, j'étais avec d'autres participants et on suivait le programme avec différents exercices, rituels, différents lieux de visite. Mais pas question de débarquer dans ces lieux de visite sans prévenir de son intention. Il en va de l'éthique de l'anthropologie. On ne fait pas de la recherche comme n'importe comment. Et donc, je me présentais toujours comme anthropologue et comme doctorant cherchant la thématique. Alors après, effectivement, on peut toujours un peu jouer sur quoi on recherche pour ne pas se fermer des portes. Mais j'ai jamais été undercover, comme on dit en anglais, ce qui n'est pas éthiquement acceptable pour la discipline anthropologique. Donc, je me suis toujours présenté comme étant chercheur. Ce qui passe très bien, en fait, dans ces milieux, parce que les gens se sentent valorisés du fait qu'on s'intéresse à leurs idées et à leurs pratiques. Pour trouver les personnes avec qui s'entretenir, il demande à chaque entretien quelle pourrait être la prochaine personne avec qui discuter. Et il construit son réseau par effet boule de neige. Mais qu'est-ce qui qualifie ce lien tissé entre les personnes intéressées par la collapsologie ? Qu'est-ce qui les relie ? Ce qu'ont en commun ces personnes, c'est plus masculin que féminin, je dirais 2 tiers masculin, 1 tiers féminin. C'est très blanc, complètement blanc. C'est des personnes entre 30 et 50 ans qui ont comme particularité d'avoir un très haut niveau d'études. Tous ou presque ont un niveau master et 1 tiers a fait une thèse de doctorat dans des disciplines extrêmement variées. Au-delà d'une particularité démographique, ce qui semble les lier semble surtout être une vision du monde. Ce qui fait réseau, ce qui fait sens, c'est qu'ils partagent effectivement un rapport au monde qui n'est pas identique, mais qui a une grande proximité. Et c'est cette perspective, cette idée de dire que tout peut s'effondrer, qu'un effondrement est possible. Et que un mot que j'ai énormément entendu, c'est « on va dans le mur », on va droit dans le mur.
Donc c'est ça qui les relie, c'est cette idée de se dire le monde dans lequel nous vivons n'est pas tenable, la croissance infinie dans un monde fini n'est pas possible. Et donc il faut penser à l'après, puisque nous sommes dans une logique qui ne peut pas durer indéfiniment. Un point intéressant qu'il faut que je souligne, c'est qu'au commencement de ma recherche, j'identifiais ce qui est apparu être un unique réseau, mais je voyais deux réseaux séparés. Donc d'un côté, les personnes qui théorisaient beaucoup autour de la question d'effondrement. C'était un réseau plus français, parisien, je pense notamment à l'Institut Momentum. J'ai rencontré beaucoup de gens, dont fait partie Yves Cochet, dont fait partie Pablo Servigne. Et puis d'un autre côté, un autre réseau qui me semblait aussi indépendant, qui était celui où on parlait plus d'éco-spiritualité, d'éco-psychologie, notamment plus en Suisse et autour de la figure centrale de Dominique Bourg et de celle aussi de Philippe Roch. Et je pensais donc avoir deux réseaux séparés, jusqu'à ce que je me rende compte, notamment en rencontrant Pablo Servigne, qui me parle à la fois d'effondrement et d'éco-psychologie, d'éco-spiritualité, de travail qui relie. Et là, en revenant sur les entretiens, etc., je me rends compte qu'en fait, ces deux réseaux n'étaient pas séparés, ils étaient complètement imbriqués. Seulement, une partie du réseau, on va dire, se spécialisait dans son discours public à parler d'effondrement, et l'autre partie du réseau se spécialisait pour parler d'éco-psychologie et d'éco-spiritualité. Mais en fait, en termes de rapport au monde et de réseau d'interconnaissance, tout cela était fortement imbriqué et mélangé. Théorie, effondrement, éco-spiritualité, interconnexion. Difficile de saisir ce qu'est vraiment la collapsologie. D'un côté, il y a de nombreuses références à des études scientifiques. L'effondrement est justifié par des articles abordant l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, le réchauffement climatique, l'acidification des océans ou encore la diminution de la biodiversité. Mais la collapsologie est-elle une science pour autant ? Alors c'est vrai que le logos de collapsologie laisse croire que ça pourrait être une science, une discipline scientifique, mais ce n'est pas ce que proposent les personnes qui forgent ce terme, donc Pablo Servigne et Raphaël Stevens. Ils ne disent pas que c'est une science, ils disent plutôt un exercice donc d'études transdisciplinaires. Ils ont sûrement l'idée qu'un jour, ça pourrait devenir un champ d'études scientifiques plus qu'une discipline scientifique, des collapse studies, mais on n'en est pas là. Mais il y a quelque chose, effectivement, de l'ordre de la science dans leur approche, puisqu'ils se réfèrent à énormément de travaux scientifiques. On peut voir, il y a une immense bibliographie à la fin de leur ouvrage « Comment tout peut s'effondrer ». Mais cela ne suffit pas à en faire une science, parce que déjà, ils se réfèrent à énormément de champs scientifiques de manière très variée, et ils n'ont pas une méthodologie pour combiner tout cela. Ils mettent un peu tout ensemble, il faut une espèce de pot pourri. Donc c'est intéressant, mais c'est de l'ordre de l'essai. Donc ce n'est pas un travail scientifique qui a été revu par les pairs. Et puis, il y a aussi d'autres théories non prouvées scientifiquement, qui s'entremêlent parfois. Comme par exemple une troisième loi de la thermodynamique proposée par François Rodier, qui expliquerait le fonctionnement des sociétés humaines sous forme de cycle, et donc prouverait l'effondrement à venir. Il y a aussi l'hypothèse Gaïa, qui verrait la Terre comme un organisme qui s'autorégule, ou encore la mémoire de l'eau, qui garderait une empreinte des substances avec lesquelles elle aurait été en contact. Dans ce cas, s'approcherait-on plus de la spiritualité ? Alors dans la collapsologie en tant que telle, il y a aucune place qui est donnée à une forme de spiritualité ou de rituel. Mais ce que je vois au cours de cette enquête, parmi ces précurseurs de la collapsologie, c'est que beaucoup de personnes ont un intérêt qui dépasse, on va dire, la question de l'effondrement physique et qui est plutôt de l'ordre de la quête de sens, un intérêt pour une forme de spiritualité. Et c'est là qu'il peut y avoir des formes de ritualité qui sont pratiquées, notamment le travail qui relie. Le travail qui relie, atelier d'écologie profonde créé par l'activiste américaine Joanna Macy, est un processus en 4 étapes qui a pour but de se reconnecter à la Terre, de se libérer de l'inertie et d'aller de l'avant. En voici un extrait. Chacun part s'isoler une vingtaine de minutes où bon lui semble afin de ressentir sa peine pour la Terre. Puis le cercle se referme autour du mandala de nos vérités. Les participants sont assis en cercle autour d'un tapis rectangulaire sur lequel est placé un autre tapis légèrement plus petit, au milieu duquel sont disposés les 4 objets qui constituent le mandala. Un bâton à tenir des 2 mains pour exprimer sa colère, un petit tas de feuilles mortes qui ont déjà reçu plein de tristesse, une pierre pour faire parler notre peur, et enfin, un bol vide en bois pour le désespoir, la dépossession, la vacuité. Ces 4 objets symboliques sont disposés dans chaque cadran du cercle et un coussin est aussi placé au centre pour signifier la confusion. C'est hyper puissant, ça fait des frissons, ça fait du bien.
Je peux pas détailler les rites, il faut vraiment que tu le vives. Mais se rencontrer, sentir qu'on est une communauté avec les bactéries, avec les champignons, ça apporte une sérénité, une jouissance, une profondeur. Ce travail qui relie est quelque part une espèce de rite de passage par lequel on vit, c'est une des facilitatrices de l'atelier auquel j'avais assisté qui le dit, on vit un effondrement intérieur qui doit se produire. Donc c'est l'idée de vivre cet effondrement au cœur de soi, dans son rapport au monde, pour ensuite renaître au monde avec un autre rapport au monde, qui lui est plus écologique, qui est désanthropocentrisé et qui cherche à réinscrire tout un chacun dans une expression qui est beaucoup usitée dans ce travail qui relie, dans la toile de la vie. Rituel, symbolique, communauté, sérénité. Si la collapsologie n'est pas une science, sera-t-elle une religion ? La collapsologie n'est pas une religion, personne ne dit que c'est une religion. Le terme de religion est souvent utilisé dans une perspective accusatoire pour justement faire un procès en non-scientificité. Donc peut-être que des anti-collapsologues ont dit c'est une religion de l'apocalypse ou quelque chose de ce genre-là, mais ça peut être intéressant scientifiquement d'étudier ce type d'accusation, ce que j'ai fait un petit peu, mais ça ne nous informe pas trop sur ce qui serait de l'ordre de la religion dans la collapsologie. Je suis plutôt agnostique, entre athée et agnostique. Je ne dirais pas qu'il n'y a rien, parce qu'il y a quand même quelques forces énergétiques, mais après je ne crois pas en une entité qui puisse matérialiser comme ça. Ça ne me parle pas. Pour moi, c'est plus la nature. Je suis presque animiste en fait. Je verrais presque un dieu en chaque être vivant. Ce dont je me rends compte au cours de l'enquête, c'est que ces personnes qui sont au fondement, qui constituent le milieu d'émergence, le terreau de cette collapsologie, ont un intérêt marqué pour les questions de l'ordre du sens de l'existence et des questions qu'on peut définir comme spirituelles. C'est un terme que tous n'utilisent pas, mais nombreux sont à le revendiquer. Une spiritualité qui peut prendre diverses formes, qui peut être laïque ou qui peut être en lien avec la religion chrétienne aussi, parce que la plupart ont grandi dans cette religion chrétienne, catholique ou protestante, suivant leur origine géographique de manière générale. Et je me rends compte au cours de l'enquête des nombreux liens qu'il y a entre ce courant de pensée qui va devenir la collapsologie et le courant des spiritualités alternatives, qui est une manière de nommer ce qu'on a longtemps appelé New Age. On n'utilise plus le terme de New Age parce qu'il est devenu accusatoire, dépréciateur. Donc plus personne ne se revendique du New Age, même si ça a été le cas il y a quelques décennies. Mais on parle donc de spiritualité alternative. Et je me rends compte de tous les liens qu'il y a entre ces personnes qui s'intéressent à cette possibilité d'un effondrement, qui se posent des questions en termes d'intériorité, de spiritualité, et le milieu des spiritualités alternatives. Et puis, il y a aussi cette volonté de vivre autrement, d'incarner le changement. L'anthropologue a fréquemment entendu parler au sein du réseau de la volonté de se différencier du mode de vie petit bourgeois, prototype de la société de consommation, et d'apprendre à vivre en dehors du cadre actuel. Une école est même créée en Belgique pour apprendre aux enfants à être autonomes face à l'effondrement du monde. Si elle n'est ni science ni religion, la collapsologie pourrait-elle être un mouvement politique ? Alors la collapsologie n'est pas un parti politique, n'est pas un courant politique, mais comme tout fait social, elle a une dimension politique. Et ce qu'on peut noter d'intéressant en termes d'aspect politique de la collapsologie, déjà, c'est qu'elle n'a pas créé un mouvement, il n'y a pas eu de mouvement politique important qui a émergé suite à la naissance de ce courant, il n'y a pas eu de mobilisation, il n'y a pas eu de lutte. Ce qui peut s'expliquer parce que la collapsologie parle à un segment de la société bien particulier, donc qui sont les classes moyennes, très éduquées, blanches, qui ont peut-être plus à perdre qu'à gagner, à s'engager dans des luttes politiques dures, et qui ne se transforment pas sur le plan politique. Mais il y a une rupture qui se produit. Les personnes qui tombent là-dedans, quelque part, qui ont cette prise de conscience, ne voient plus le monde de la même manière et sont en attente de changement. Donc il y a peut-être des ferments d'une transformation politique, d'ordre politique plus importante qu'on n'observe pas pour l'instant, parce que là on est vraiment dans ces derniers temps dans une forme de backlash. Voilà, faut voir le courant écologique, les pensées écologiques comme une marée peut-être montante, avec des flux et des reflux. Et donc là on est plutôt dans un moment de reflux, mais j'ai aucun doute qu'il y aura une nouvelle marée montante dans les années qui viennent. Il y a donc aussi au sein de la collapsologie une dimension politique.
D'ailleurs, les personnes intéressées par la collapsologie se retrouvent-elles sur le spectre politique ? Alors, les personnes, mes enquêtés, les personnes que j'ai rencontrées donc, dans ce milieu d'émergence de la collapsologie, votent plutôt, je leur ai demandé, votent plutôt vert ou à gauche, même s'il y a d'autres personnes qui sont plus centristes, on va dire, plus à droite. Mais en tout cas, ne votent absolument pas à l'extrême droite et ne se retrouvent pas non plus dans une droite, on va dire, libérale de croissance. Il y a aussi les mouvements survivalistes ou preppers qui construisent des bunkers, apprennent à se battre et à amasser des ressources pour être prêts lorsque la fin du monde sera là. Est-ce que les deux courants de pensée se rejoignent ? Alors, quelques personnes que j'ai pu rencontrer pouvaient marquer un intérêt, on va dire une curiosité pour ces milieux survivalistes et preppers. Mais avec un peu des pincettes, avec un peu une petite peur, parce que justement, politiquement, ils ne se situent pas du tout dans le même champ de pensée. Il n'y a aucune fascination pour les armes, pour la violence chez ces premiers collapsologues. Et surtout, la plupart accusent le survivalisme d'être complètement stupide, quelque part, de dire qu'on ne s'en sortira pas tout seul, en fait. C'est par la coopération, c'est par l'entraide qu'on pourra construire un autre monde si notre monde devait s'effondrer. Bon, alors, en résumé, la collapsologie, c'est quoi ? Une science, une religion ou un mouvement politique ? La collapsologie n'est ni une science, ni une religion, ni un courant politique, mais elle a un peu des trois. D'où l'intérêt d'ailleurs de l'anthropologie, parce que l'anthropologie fait fi des catégories de notre monde. Elle va voir qu'est-ce que les gens pensent, font, disent, et à partir de là, elle construit un savoir ancré dans cette réalité-là. On ne peut pas tout catégoriser, et le fait de catégoriser est extrêmement réducteur. On met les gens, les choses, les mouvements ou des courants dans des cases, et puis on pourrait dire, voilà, c'est une religion ou c'est un courant politique, et puis du coup, ça ne serait pas l'autre, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ça se justifie tout à fait par le fait que ces premiers collapsologues voient la fin de notre monde venir, et donc la fin de ces catégories, et donc se situent au-delà de ça. Et pour eux, il n'y a pas de raison de vouloir rentrer dans une catégorie plutôt que dans l'autre. Jean Chamel, anthropologue à l'Université de Lausanne, a publié son enquête dans le livre « Fin du monde et effondrement de soi » aux éditions UGA. Il y a écrit qu'il est important de prendre au sérieux la collapsologie, comme chaque groupe étudié. Les prendre au sérieux, c'est ne pas réduire leur pensée, leur rapport au monde, à des explications préexistantes d'ordre sociologique. C'est vraiment aller au fond de leur logique, de leur discours, de leur pratique, de vraiment comprendre quel est leur monde, comment ce monde fait sens, et une fois qu'on a compris ça, le partager par des publications scientifiques comme ce livre. Mais les collapsologues, il n'y en a pas beaucoup. À quoi ça sert d'étudier des groupes minoritaires comme ça ? Et l'intérêt de cette approche qualitative sur les petits groupes, c'est qu'on va beaucoup plus en profondeur, on comprend vraiment avec une très grande finesse les logiques, et que ces petits groupes que nous étudions, nous anthropologues, ils ne sont pas complètement isolés, ils sont au cœur de nos sociétés, et donc ils disent quelque chose plus largement de nos sociétés. Penser que la fin du monde approche, ce n'est pas une idée qui reste tranquillement dans un coin de la tête. Elle brasse des croyances et connecte les conceptions. Elle engendre une manière particulière de vivre, de se comporter et de penser le monde. Ni science, ni religion, ni mouvement politique, la collapsologie incorpore un peu des trois et apprend donc bien plus sur nos sociétés que ce que la marginalité des groupes pourrait nous laisser penser. Penser que la fin du monde tel qu'il est approche, c'est aussi une invitation à penser le monde d'après. Il y a cette idée de proposer un autre rapport au monde, un rapport au monde qui n'est pas individualiste, qui n'est pas dans la compétition, et qui propose au contraire, qui repose plutôt sur des idées de coopération, de collaboration, qui reconnaît l'interconnexion, qui reconnaît l'interdépendance de tous les êtres, humains et non humains, et donc l'idée qu'il faut coopérer ensemble dans ce nouveau monde. Je pense que la planète est vivante. Elle a sa personnalité, son identité, et moi je fais partie d'elle. Je suis un sous-système du système Gaïa. Moi-même j'ai un sous-système de milliards de cellules vivantes, que je remercie d'ailleurs. Il y a différents niveaux, on monte d'un cran à chaque fois, mais tout est lié. Vous venez
d'écouter un épisode de l'Uniscope avec l'expertise de Jean Chamel, anthropologue à l'Université de Lausanne, la lecture des témoignages par Robin Zimzak et la conception de l'épisode par Marion Devevey.